Voilà, nous voilà dans un nouveau thème. Comment le droit encadre-t-il le travail du salarié? Donc nous allons voir trois chapitres. Le premier chapitre va concerner le contrat de travail, donc un gros chapitre important. Ensuite, nous verrons les libertés individuelles et collectives des salariés. Et le dernier chapitre va traiter de la rupture du contrat de travail. Donc on est dans ce grand chapitre sur comment le droit encadre-t-il le travail salarié, un nouveau chapitre, le thème 7, pardon, et un nouveau chapitre, le contrat de travail. Alors, qu'est-ce que le contrat de travail? Nous allons voir sa définition juridique. C'est un contrat par lequel une personne, le salarié, s'engage à effectuer un travail au profit d'une autre personne, physique ou morale, l'employeur, et ceci en échange d'une rémunération. Voilà, donc ce serait bien que vous appreniez un peu cette définition. Donc c'est un contrat entre deux personnes, un salarié qui effectue un travail au profit d'une autre personne appelée un employeur, personne physique ou morale, en échange d'une rémunération. Donc nous avons un travail, nous avons une rémunération et nous avons ce qu'on appelle, on a déjà beaucoup parlé, nous avons ce qu'on appelle un lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Le lien de subordination dans le contrat de travail, c'est un critère essentiel. Il permet de le différencier par rapport à des contrats de prestation de services, des contrats d'intérim par exemple, dans lesquels il n'y a pas ce lien de subordination. Donc c'est un critère essentiel pour cela, et aussi parce qu'il représente le pouvoir de contrôle de l'employeur. L'employeur a un lien, on verra, il a deux types de pouvoirs par rapport aux salariés dans ce contrat de travail. Alors, quel est le pouvoir Alors attention, la conséquence de ce contrat de travail, c'est que l'application de tout le code du travail, du droit du travail s'applique, à la fois pour protéger les salariés, mais aussi pour protéger les employeurs. Donc à partir du moment où il y a un contrat de travail, c'est l'application du droit du travail qui va s'appliquer en cas de litige. Alors, le lien de subordination grand B, donc on a vu dans un grand A la définition juridique, dans un grand B, nous allons voir un petit peu plus près le lien de subordination. Donc, quels sont les pouvoirs de l'employeur? Premier pouvoir, c'est en fait un pouvoir de direction qui se, qui se sépare en deux grands types de pouvoirs, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Alors, le pouvoir réglementaire, c'est tout simplement le pouvoir de direction de ériger un règlement intérieur, c'est-à-dire l'ensemble des règles et des consignes à suivre au sein de l'organisation. Vous connaissez bien, puisqu'il y a un règlement intérieur dans notre organisation qui est notre lycée. Donc, on peut s'y référer et c'est le pouvoir réglementaire de l'administration d'appliquer ce règlement intérieur. Donc, ce règlement intérieur est à appliquer par le salarié. Si le salarié n'applique pas ce règlement intérieur ou s'il y a des litiges, alors le pouvoir de direction sera un pouvoir d'ordre disciplinaire, c'est-à-dire de sanction. Sanctionner des comportements, mais aussi sanctionner des résultats qui ne seraient pas à la hauteur des engagements pris par le salarié, donc non conformes aux engagements du salarié. Vous voyez, dans une administration comme le lycée, on a un pouvoir réglementaire qui est de faire suivre le règlement intérieur, et puis l'administration seule a le pouvoir disciplinaire de porter des sanctions sur les comportements et sur les résultats. Alors, quelque chose à savoir, souvent dans les documents qu'on va pouvoir vous donner, il va s'agir de regarder s'il est possible de requalifier le contrat. Alors, requalifier le contrat, ça veut dire quoi? C'est lorsque le juge décide qu'un contrat de prestation de service, un contrat d'intérim par exemple, eh bien, en fait, a toutes les qualités, a tous les critères d'un contrat de travail et donc va le requalifier en contrat de travail. À partir de ce moment-là, s'il requalifie un contrat de prestation de service en contrat de travail, la conséquence, ce sera que le droit du travail va s'appliquer. Et par exemple, une personne qui n'était pas salariée, puisqu'elle n'avait pas de contrat de travail, pourra eh bien, bénéficier de tout le code du travail concernant sa nouvelle situation. Donc voilà, la requalification du contrat, c'est le fait qu'un juge estime qu'un contrat dit de prestation de service, en fait, est un vrai contrat de travail et donc va obliger le prestataire de service à transformer ce contrat en contrat de travail. Et du coup, le droit du travail va s'appliquer. Alors, en grand 2, le contrat de travail de droit commun, vous savez que c'est le CDI, contrat de travail à durée indéterminée. C'est la forme normale et générale de la relation de travail. L'écrit n'est pas exigé, sauf pour les temps partiels, donc c'est que c'est 35 heures, c'est le temps complet. Donc en dessous de 35 heures, on va parler de temps partiel. Là, l'écrit sera exigé.
La modification des éléments essentiels du contrat de travail, c'est toujours en accord avec le salarié. Par contre, la modification des conditions de travail, ça, c'est de l'ordre du pouvoir de direction de l'employeur. Donc, vous voyez, contrat de travail à durée indéterminée, un contrat qui est la forme normale et générale de la relation dans le travail. Le salarié bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet. Quand on est en temps partiel, on a tous les droits reconnus aux salariés à temps complet. L'interruption d'activité au cours d'une même journée ne peut excéder 2 heures. Ça, c'est pour tout ce qui est les CDI à temps partiel, une forme plus précaire du CDI. Les autres formes de contrat de travail, donc on va voir le CDD, le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, l'écrit est obligatoire. Lorsqu'il y a un contrat de travail dont la durée est déterminée, l'employeur ne peut y recourir que s'il y a un motif qui est prévu par la loi. Il faudra dans cet écrit mentionner la date d'échéance du contrat, le salaire et la période d'essai, de combien de temps est la période d'essai. Le salarié bénéficie à ce moment-là des mêmes droits que le salarié en CDI et bénéficie aussi d'indemnités de fin de contrat et de congés payés. Le CTT, qui est le contrat de travail temporaire, c'est un contrat de prestation de services, c'est un contrat de mise à disposition, c'est un contrat de mission. Voilà des termes qui veulent dire le contrat de travail temporaire. Là encore, on peut dire aussi un contrat tripartite, alors entre qui? Entre un travailleur qui va être salarié et une entreprise de travail temporaire qui va être son employeur. La troisième personne, ce sera vous, c'est-à-dire un client, une entreprise utilisatrice. Donc vous, client, vous avez une personne dans votre entreprise ou qui vient faire une mission, mais qui n'est pas votre salarié. Elle sera le salarié d'un employeur d'une entreprise de travail temporaire. Voilà, le motif, là encore, pour employer des CTT, l'employeur ne peut y recourir que s'il a un motif prévu par la loi. Le salarié bénéficie des mêmes droits que le salarié en CDI et bénéficie d'indemnités de fin de contrat et de congés payés. Et vous voyez bien que le lien de subordination n'est pas avec vous qui êtes client, mais avec l'entreprise de travail temporaire. Voilà pour les autres formes de contrat de travail. Ces contrats de travail, on les appelle des contrats précaires. Donc CDD, CTT ou CDI à temps partiel. Alors, maintenant les conditions de travail. Alors, le code du travail, c'est la référence légale. Le contrat de travail doit respecter le code du travail dans leur contenu et dans leur mise en œuvre. Les conventions collectives, c'est ce qu'on appelle du droit négocié cette fois. Il est négocié entre plusieurs parties, les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Généralement, il y a une adaptation plus favorable des conditions de travail par rapport au code du travail. Donc, on va négocier par exemple des indemnités de licenciement plus favorables, on va négocier des congés payés, des RTT, etc. Plus favorables. Donc, les conventions collectives, c'est un droit négocié toujours plus favorable que la référence légale qui est le code du travail. Alors, quelle est la convention collective qui sera applicable? Eh bien, en droit négocié, tout va dépendre de l'activité principale de l'entreprise. Si vous êtes dans l'hôtellerie, ce sera les conventions collectives de l'hôtellerie. Si vous êtes dans les transports, ce sera les conventions collectives des transports, de l'activité de transport. Tous les salariés bénéficient d'une convention collective applicable, quel que soit leur poste, leur métier ou leur fonction. Donc, par rapport aux conditions de travail, on se réfère soit à la référence légale, le Code du travail, soit au droit négocié, les conventions collectives. Quatrièmement, les clauses maintenant spécifiques du contrat de travail. Alors dans les clauses spécifiques, c'est quoi des clauses déjà? Ce sont des points particuliers dans le contrat pour s'adapter aux besoins des parties. Donc pour s'adapter à ces besoins, on va mettre des points tout à fait particuliers dans le contrat. Alors, la clause de mobilité. C'est une clause, donc un point particulier dans le contrat qui va regarder le changement de lieu de travail du salarié. À savoir que si vous signez une clause de mobilité, vous êtes donc
apte à changer de lieu de travail. Il y a plusieurs critères de validité. Il faut que le salarié ait donné son consentement au moment de la signature du contrat, donc vous acceptiez une clause de mobilité. Il faut que cette clause de mobilité soit dans l'intérêt légitime de l'entreprise, que sa mise en œuvre soit de bonne foi, qu'on ne vous fasse pas bouger juste alors qu'il n'y a pas obligation de bouger, hein. Et il faut qu'elle ne porte pas atteinte de façon injustifiée au droit à une vie personnelle et familiale. Donc vous avez le droit à une vie personnelle et familiale, il ne faut pas que ça porte atteinte de façon injustifiée à ce droit-là au niveau des critères de mobilité. Donc ça, c'est premièrement, c'est la clause de mobilité, c'est-à-dire une clause qui stipule que vous pourriez changer de lieu de travail pendant votre durée de travail dans l'organisation. Deuxième clause qu'il faut connaître, la clause de non-concurrence. C'est une clause qui interdit au salarié, lorsqu'il quittera l'entreprise, d'aller travailler pour le compte d'un concurrent. Donc ça, c'est une clause très importante, surtout dans le commerce. Alors, il y a un certain nombre de critères de validité. C'est un critère qui est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Si vous avez développé un portefeuille client et que vous quittez l'entreprise, vous pourriez tout simplement récupérer ces clients pour se mettre à votre compte, ou vous pourriez, en allant à la concurrence, donner un certain nombre d'informations qui pourraient donc mettre en péril les intérêts légitimes de l'entreprise. Cette clause de non-concurrence que vous avez signée, si vous quittez l'entreprise, elle est toujours limitée à la fois dans l'espace et dans le temps. Et elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié qui quitte l'entreprise, puisqu'il ne pourra pas retrouver un travail, en tout cas dans l'espace et dans le temps, chez des concurrents proches. Voilà, donc nous avons fini sur ce chapitre sur le contrat de travail. Vous reprenez bien tout ça pour faire votre petit quiz.